Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. J'espère que vous avez passé un beau et bon dimanche ensoleillé qui a illuminé votre journée. Alors que le festival de Cannes bat son plein, ce soir les stars c'est vous et votre tapis rouge vous attend au 39-21. Car tapis rouge ou pas, nous sommes tous et toutes acteurs de nos vies. Le monde étant une partition que nous n'avons pas écrite, on s'insère dans ce monde en acceptant de jouer le jeu de l'existence comme un acteur de film. L'erreur étant de se prendre pour le metteur en scène de la vie. Ainsi comme le dit Épictète, souviens-toi que tu n'es qu'un acteur dans le rôle qu'un auteur dramatique a bien voulu te donner. Accepte que ce rôle soit court s'il est court et long s'il est long. Il dépend de toi de bien jouer le personnage qui t'a été donné. Alors je vous l'accorde volontiers, il faut une bonne dose de force pour arriver à une telle sagesse, mais il y a en chacun de nous une force souvent ignorée et pourtant bien là, une force d'amour qui est le véritable gardien de nous-mêmes. Alors sans robe longue, sans smoking et sans paillettes, je vous propose de monter les marches ce soir, les plus belles, celles de vos vies, de vos témoignages, de vos questionnements. Quentin et Corentin sont là pour répondre à vos appels au 39-21 et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39-21. Vous pouvez aussi, bien entendu, réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Allez, 39-21, tous en scène. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sophie. Merci à vous de me prendre à l'antenne. Que j'ouvre le festival voilà. d'Europe 1. Vous montez les marches. Vous avez mis une robe comment ce soir? Non, pour le coup, j'ai pris ce qui restait. J'avais pas prévu. C'est peut-être le bon jogging du dimanche soir avec. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Vous avez bien raison. C'est très confortable et comme ça, on est sûr de pas se prendre les pieds dans la robe. Voilà, ni dans le tapis. Ni dans le tapis, exactement. Alors Charlotte, qu'est-ce qui vous amène ce soir? La libre antenne. La situation que je vis actuellement qui me perturbe beaucoup et qui fait que je suis totalement démunie et perdue. Je suis donc enceinte de 3 semaines. Alors jusque à ces derniers mots, on a envie de crier hurrah. Bravo, ouais. Oui, sauf que non. C'est en soi, quelque part, c'est une bonne nouvelle, puisque je me croyais stérile, ou du moins que je ne pourrais jamais être enceinte. Et là où le bas blesse, c'est que je suis dans une relation naissante depuis 3 semaines. Donc du coup, c'est un peu la panique, quoi. Et j'ai un âge qui fait que je me sens au carrefour de ma vie de jeune future maman. Vous avez quel âge, Charlotte? J'ai 34 ans. Oui, je comprends. Donc l'horloge étant là, c'est d'ailleurs sans doute elle qui a appelé cette naissance. Mais en même temps, est-ce que le corps médical, vous avez dit que vous étiez stérile, vous avez dit je croyais, donc c'est une croyance, mais vous n'aviez en fait pas la certitude sur le plan médical. Non, justement, je voulais entamer des démarches pour avoir la certitude et faire quelque part peut-être le deuil d'une maternité. Parce que dans des relations précédentes, vous aviez essayé d'avoir un enfant avec des compagnons précédents? Disons que j'ai un parcours au niveau féminité qui a été jalonné de perturbations,
qui veut. Et donc ça a toujours été pas quelque chose de très très traumatisant, ma féminité et ma capacité à pouvoir avoir un organe sexuel fonctionnel et fécond. Donc pour moi, dans mes autres relations qui ont toujours duré assez longtemps, 2 ans minimum, je m'étais laissé l'opportunité de dire bon, s'il y a un enfant qui arrive, c'était une chose qui était parlée, qui était discutée avec le partenaire à l'époque, et pour moi c'était le fait que je mettais un peu ça dans les mains de la vie en disant si je suis enceinte, c'est très bien parce que je suis avec quelqu'un qui me plaît, etc. Je savais jamais si ça allait durer pour la vie, mais on le sait jamais de toute manière. Donc, je laissais les aléas des oublis de pilules, des préservatifs qui craquent, des partenaires qui se retirent pas à temps. Et je n'ai jamais été inquiétée d'une potentielle grossesse. Jamais. Donc, pour moi, c'était quelque part une vérité. Vous jouiez un peu à la roulette russe, en fait. Ouais. Oui. Mais je n'essayais pas de manière acharnée en comptant mes jours, mes cycles, quoi que ce soit, ou mes périodes d'ovulation. Je laissais ça justement à la magie de la vie. Oui, ce qui est juste d'ailleurs d'une certaine manière, Charlotte, parce qu'effectivement, on dit que les enfants choisissent leurs parents, enfin que les âmes arrivent dans des endroits et que très certainement, en tout cas, il y a quelque chose en vous qui est prêt pour il n'y a pas de hasard, voilà, de tomber enceinte maintenant, à ce moment-là. Alors maintenant, cette relation, effectivement, elle est très jeune, mais comment vous vous sentez dans cette relation ? De quelle nature elle est ? C'est une relation qui débute bien avec on a des points en commun. Il y a un petit bémol qui fait que malheureusement je pense que mon créneau n'est pas du tout bon. C'est que nous avons une différence d'âge qui m'amène à penser que là où vous dites en effet que moi j'arrive à mon horloge et que sans doute mon corps me dit t'es prête, lui ne le sera pas. Nous avons 8 ans de différence et il est plus jeune que moi. Oui, mais c'est à lui et à vous, bien sûr, ensemble, de savoir ce que vous en pensez. Mais ça, c'est un raisonnement, la différence d'âge. Il y a des jeunes hommes à 25 ans, voilà, on a tout à fait les capacités d'être un jeune papa. Là, je pense que malheureusement... Oui, même si, en effet, je lui en ai pas parlé, puisque C'est encore trop tôt pour vous ? Oui, j'ai vraiment peur qu'il m'en veuille quelque part, que je lui ai menti sur le fait que je ne pouvais pas être mère, puisque en 3 semaines de revoilà. C'est ce que vous lui avez dit, donc vous ne vous protégiez plus parce que vous pensiez que... Oui. D'accord. Donc vous lui avez dit, il n'y a aucun danger parce que je suis stérile. Oui. Vous en aviez la conviction. Ouais. Oui. Pour moi, c'était une conviction, malgré douloureuse, toujours. Oui, mais tant qu'on n'en a pas la confirmation médicale, et encore, je dis et encore, parce que il y a des femmes dont on pose des diagnostics de stérilité. Il n'est pas rare de voir des couples qui adoptent, et puis au moment où l'enfant adopté arrive dans le foyer, la mère, il y a une grossesse, exactement. Et ça, ce sont, je vais pas dire que c'est fréquent, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est un diagnostic qui n'est pas si clair que ça, ou quelquefois il l'est pour certaines raisons médicales, mais il l'est pas toujours. Oui, pour mon cas, en effet, c'était une fausse croyance. Ouais. Alors après, vous verrez, mais vous pouvez, il me paraît important de lui en parler et de trouver. Bien entendu que lui peut se dire, mais elle m'a menti, mais vous vous êtes menti à vous-même. Oui. Voilà, vous n'avez pas fait que lui mentir à lui, à vous aussi. Donc ça, c'est important. C'est pas un piège que vous avez pas tendu. du tout, non. Oui, mais il peut le comprendre. Oui, ça j'entends bien, mais je pense qu'il a la capacité de l'accueillir.
Lui, il est dans quelle situation? Il est étudiant à 25 ans ou Ah il non, est... non, pas du tout. Non. Il est propriétaire d'un appartement. Il a un CDI. Oui. Euh, Bon, donc il est suffisamment installé dans sa vie pour accueillir donc un foyer, manifestement. Oui, sauf que bon, il a, voilà, dans ces discussions, il est encore dans un mode où, en effet, il veut profiter de la vie, il veut voyager, il veut pouvoir, faire des soirées, etc. Oui, Donc, mais de la même façon, Charlotte, que vous l'avez pas choisi, enfin voulu, hein, c'est pas quelque chose de volontaire, une décision. Lui non plus. Il se trouve que, voilà, dans l'ordre de la nature, c'est vous qui tombez enceinte, mais faisons un schéma dans l'autre sens en imaginant, voilà, on intervertit les rôles. En tant que personne ou en tant qu'individu, vous êtes aussi surprise que lui. Donc après, c'est quelle décision on prend ensemble et quelle responsabilité on est prêt à prendre ou pas. Et c'est vraiment important d'en parler ensemble. Vous déjà, à ce stade-là, mais qui est vraiment tout neuf, vous en êtes où en 3 semaines? Là, vous le savez depuis quand déjà? Depuis quelques jours? depuis 3 jours, oui. Depuis 3 jours. Mm. Et vous en avez parlé autour de vous, à votre famille, à Oui. vos amis? Ouais. Oui, j'en ai parlé à quelques amis. J'ai aussi contacté une association nationale sur l'avortement. Eh bien, en effet, j'ai des discours totalement différents et qui rejoignent mes peurs. C'est que autant des personnes me disent mais c'est la chance de ta vie. Si ça se trouve, tu ne pourras plus jamais retomber enceinte après ça. Donc, si tu loupes ce coche-là, tu le regretteras toute ta vie. Tu n'auras plus jamais d'enfant. Même l'association d'avortement m'a sorti ça en me disant, vous savez, un homme c'est facile à retrouver, un enfant à refaire c'est pas facile. Ça vous remue quand même pas mal les tripes. Ouais. Et l'inverse où on me dit non mais écoute, si tu te sens pas prête, il y a pas de souci, tu as le droit, c'est ton corps, tu pourras très bien, t'es pas non plus demain, tu vas pas non plus être stérile et tu peux refaire encore un enfant jusqu'à tes 40 ans. Parce que je me mets aussi dans la position où si mon partenaire ne veut pas de cet enfant, il me reste encore la possibilité égoïste de dire je le garde. Et moi personnellement, je me vois pas du tout de faire une grossesse toute seule. Et élever un enfant seul. Vous avez encore vos parents, Charlotte? J'ai pas de relation avec ma famille. J'en ai plus. Vous n'avez plus de relation avec votre famille. Vous êtes brouillée? Oui. Disons que j'avais des parents toxiques, une famille toxique. Et donc j'ai pris la décision il y a déjà 3 ans que je ne voulais plus de lien avec eux. Donc D'accord. Et frères et sœurs non plus? Non. Et donc je sais que je serai seule, vraiment seule. Oui. Et oncle, tante ou amis du soutien, quel est votre environnement? J'ai des amis, oui, qui ne sont pas forcément dans ma ville. Donc, c'est donc difficilement... vous êtes assez isolée. Oui. À ce que je comprends. Vous avez peu d'environnement ou d'étayage autour de vous. Avec un bébé, par exemple, vous êtes assez livré à vous-même. Ah oui, là, oui, complètement. Je me vois pas et puis, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé pour ma vie. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Moi, j'avais imaginé, c'est que au moins cet enfant à naître soit le désir de 2 personnes, quitte à ce que moi-même et mon partenaire ne finissions pas notre vie ensemble, mais au moins qu'il y ait un papa identifié, que je puisse être soutenue au moins peut-être dans les premiers mois de grossesse ou dans les premières années, que sais-je, mais pas vivre ça toute seule, vraiment toute seule. Ou un temps. Alors, c'est vrai que vous dites, j'avais imaginé de le désirer, comme dit un auditeur, mais cet enfant, s'il arrive, c'est que vous le désiriez inconsciemment en tout cas.
et Oui. fortement. Et j'ai le sentiment dans votre témoignage que pour vous, ça compte d'être mère dans votre vie. C'est quelque chose d'important pour vous, il me Oui, semble. parce que Oui. justement, tous les mois qui ont précédé, là, avant ce soir, je suis très inquiète de ma vie future, puisqu'en effet, j'ai 34 ans, je compte les mois qui passent et je me dis que je vais finir toute seule, que bientôt je n'aurai plus la possibilité de faire d'enfant et que c'est un deuil qui est incommensurable. Pour moi, c'est quelque part, j'ai raté ma vie. Ah, Je me retrouve à 30... déjà, vous dites j'ai raté ma vie. Non. Oui, pour moi, si. Parce qu'elle remplit pas les objectifs que vous lui assignez. Une vie n'a pas à remplir des objectifs. La vie vous amène sur un chemin qui est le vôtre et qui a du sens. À vous de le découvrir, parce que tout est codé. Donc, il n'y a pas quelque chose à réussir ou quelque chose à échouer. Il y a une expérience de vie qu'on a tous à mener et dans cette vie-là, voilà, des choses nous arrivent et celles-là, ce sont des invitations codées, symboliques, où on a quelque chose à comprendre. Donc, il n'y a pas quelque chose comme ça que vous avez mal fait, parce que quand vous dites j'ai raté, ça voudrait dire que vous avez l'entière mainmise sur ce que vous décidez dans la vie. S'il y a bien, alors c'est vrai que voilà, aujourd'hui il y a la contraception, dans les naissances il y a beaucoup de choses assistées, mais c'est quand même un lieu, la vie, là où on le maîtrise le moins. Et ce bébé, enfin en tout cas cette grossesse, vient vous dire si tu penses que tu dois tout maîtriser, c'est non. Et la preuve, c'est que vous n'avez pas maîtrisé en amont. C'est-à-dire, bon, là, il y a des auditeurs qui réagissent parce qu'ils sont un peu choqués que vous ne vous soyez pas protégé dans un rapport neuf, voilà. Mais bon, il y a quelque part dans la non-protection, et c'est ce mot protégé, quelque chose un champ qui est resté ouvert. Et là, ben voilà, la vie vous apporte cette grossesse. Alors, de dire que tout est raté, vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas décider de ça. Et c'est pas un mot qui a du sens et de la valeur. En revanche, il y a aussi le fait qui me semble très important, voilà, d'en parler petit à petit, doucement avec lui. Il y a un auditeur qui dit il va falloir, si elle veut vraiment cet enfant, être très très tolérante avec cet homme jeune, lui laisser de la liberté, du temps. Et oui, si elle le garde, ce serait assumer une grossesse seule. Elle a son histoire aussi. Vous avez votre vie de femme, mais qui dit que voilà, que lui peut être à même de réfléchir, de partir un temps et revenir. Il y a toutes sortes de possibilités que vous pouvez créer ensemble aussi. Oui, mais j'ai vraiment peur de gâcher sa vie si je fais ce choix égoïste, tout ça parce que au nom d'une horloge biologique que je ne maîtrise pas et que je ne sais absolument pas si c'est la dernière fois que j'aurai la possibilité d'être enceinte ou pas. Je pense que je n'y arriverai pas à assumer ce choix, à dire je le garde pour moi. Qu'importe si lui me suit pas, je me mets à sa place. Oui, mais vous renseignez trop de questions sans avoir dialogué ensemble. Du coup, vous anticipez, comme dit, voilà, un auditeur soutien, l'anticipe. Ils vont peut-être bien s'entendre. Là, vous êtes dans un questionnement auquel vous ne pouvez pas encore répondre parce que vous n'en avez pas parlé avec lui. Et c'est important que vous cheminiez ensemble dans cette décision. Peut-être que lui, aujourd'hui, il y a toute forme de type de famille et peut-être, voilà, en tout cas l'âge qu'il est et qu'il s'imagine pas forcément avec une famille fixe remplir sa responsabilité de père, mais voilà, en ayant quand même sa liberté. Il y a toute forme possible. Et c'est une décision très très difficile, hein, Charlotte, que vous avez à prendre, évidemment, Oui. et très complexe, mais dont la réponse ne peut être que très profondément à l'intérieur de vous, et pas dans des raisonnements trop mentaux de dire j'ai le droit, j'ai pas le droit, je gâche, c'est égoïste. Tous ces mots que vous empruntez sont des mots d'apparence.
Ce qui compte là, on est quand même sur un terrain de vie, d'univers, d'éléments qu'on ne décide pas. Il faut vraiment que vous rentriez en vous-même pour essayer de donner du sens à ce qui vous arrive et de voir avec lui aussi le sens que ça peut avoir pour lui. Lui, vous savez comment il est avec sa famille, quelle vie il a, vous connaissez un peu? Ah, il est très proche de ses frères et sœurs, de ses neveux et nièces. Il Donc a un là, il y bon a toute une contact avec famille. les enfants. D'accord. Mhm. Ah oui, donc c'est un peu. Oui, il y a un auditeur qui dit aussi qu'un avortement psychologiquement, c'est pas anodin non plus. Je sais. Ouais. Donc là, voilà, c'est pas anodin. Ça veut simplement dire, voilà, vous, Charlotte, à l'endroit où vous êtes dans votre vie, qu'est-ce que signifie pour vous être mère? Peut-être prendre effectivement la responsabilité d'assumer seul, mais lui peut le reconnaître et peut être présent dans la vie de cet enfant régulièrement et petit à petit, on voit aussi des femmes dans votre cas et puis petit à petit, le père pas à l'aise avec le bébé arrive de façon plus présente dans la vie de l'enfant quand l'enfant a 2 ans, 3 ans et voilà et là un lien aussi se crée. S'il n'y a pas de rejet, vous voyez, c'est ça qui compte. Le pire, c'est le rejet. Après, les adultes font avec ce qu'ils peuvent faire. Oui, là, il y a Ambre qui dit il faut garder cet enfant. Autour de moi, il y a trop de femmes qui le regrettent pour garder leur ami qui n'en voulait pas. Est-ce que là, vous pourriez, bon, je sais bien que ça fait que 3 semaines, mais vous sentez attaché déjà à ce jeune homme? Il y a une histoire, vous l'avez rencontré comment, par hasard? Comment s'est fait la rencontre? C'était une rencontre qui était pas du tout prévue et un énorme coup de cœur en fait. Ça a été D'accord, il y a un gros coup de foudre entre vous alors? Coup de foudre, je sais pas, mais en tout cas, un grand coup de cœur, oui, et puis partagé, on va dire. Ça a été une espèce d'alchimie qui s'est créée. Voilà d'où il vient ce bébé, d'accord. Oui, mais il vient pas de nulle part, Charlotte. C'est vraiment important ça. Que cette grossesse vienne, elle vient quand même dire quelque chose aussi dans ce que vous vivez. C'est singulier, c'est propre à chacun. C'est pas faire des généralités. C'est très difficile dans votre cas de prendre des conseils et de décider avec les conseils de l'extérieur parce que chacun va projeter ses croyances, ce qui semble bon, ce qu'il aurait fait à votre place. Chacun va y aller de son conseil qui dit voilà, si j'étais à ta place, je ferais ça. Et personne n'est à votre place, Charlotte. Donc, bien sûr, vous écoutez, vous prenez des conseils, mais ce qui est le plus important, c'est de vous poser dans un endroit tranquille, le soir quand vous vous endormez, le matin quand vous riez, d'entrer profondément et juste de laisser venir et de ne pas juger. Lâchez votre raisonnement mental qui fabrique je suis égoïste, je suis pas égoïste, j'ai peur, etc. Lâchez ça, essayez vraiment de sentir très profondément ce qui se passe en vous, parce que la réponse va venir. Vous allez la voir, la bonne réponse. J'en suis complètement certaine. Beaucoup plus que si vous allez la chercher dehors. Et si votre mental commence à partir en boucle pour vous la donner, lui, il en a plein. Il a plus d'une réponse à vous donner. C'est toutes celles d'ailleurs que vous donnez là ce soir. Mais je suis sûre qu'il y en a une qui n'est rien qu'à vous, bien à l'intérieur de vous. Et si vous pouviez vous connecter dans cet espace-là, ça va vous aider. Alors vous pouvez utiliser la respiration, inspirer, expirer pendant 5-10 minutes en continu, en étant très calme, très apaisé comme ça, en laissant venir. Voilà, faites ce genre d'exercice pour un peu dissiper l'état mental. Et puis de parler avec lui, parce que et aussi de vous souvenir, d'entrer un peu dans ce passé sur les autres histoires que vous avez eues par rapport à celle-là. Qu'est-ce que celle-là contient d'extraordinaire pour que cette grossesse vous arrive? Il y a sûrement une différence. Il y a sûrement quelque chose il y a une petite musique qui n'est pas la même que les autres fois. Non? Oui, c'est vrai parce que je me sens renaître, je me sens être
la meilleure version de moi-même. Je me sens conquérante. Énorme, Charlotte. Vous avez dit, je me sens être la meilleure version de moi-même. Donc, Oui. vous êtes en train de toucher à quelque chose d'essentiel et de juste. Et ça, c'est une très belle définition de l'amour. Quand dans l'amour, dans une rencontre, on se sent avec, et un peu grâce à l'autre aussi, dans la relation, la meilleure version de soi, alors on atteint quelque chose de très essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'engueulade, de problèmes sur le chemin, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en termes de connexion qui est juste. Il y a une musique qui est juste. Voilà. Et ça, vous le sentez déjà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que votre corps s'est lâché. Il avait peut-être dû coincer quelque chose et contenir. Et d'ailleurs, vous l'avez cru, ce corps qui vous semblait vous dire non, je suis stérile. Et puis, voilà, il y a un accès. Voilà, il y a eu cet accès. Parlez-lui de ce qui arrive de cette façon-là. Parlez-lui de votre peur en disant que bien sûr que vous avez peur qu'il puisse penser mais que vous aussi, vous êtes tout autant surprise, que vous étiez dans le déni et que vous avez besoin de partager ça avec lui. Il a peut-être une grande intelligence de cœur, ce jeune homme. C'est quelqu'un d'assez sensible, même si il veut se protéger et pas trop le montrer, mais c'est quelqu'un de plutôt en effet sensible. Ça peut être, comme dit Marie, peut-être même une bonne nouvelle, et peut-être que la suite va être très heureuse. Il faut que vous procédiez par étapes, parce que là, le fait que votre mental commence déjà à faire les réponses pour dire c'est une catastrophe, il va se sentir trahi, je l'empêche de voyager, j'ai fait une bêtise, je porte... Non, vous portez pas la responsabilité seul. Il aurait pu lui aussi se protéger et mettre un préservatif, et il l'a pas fait. D'accord ? Alors, c'est trop facile de dire, il vous a fait confiance. Lui aussi prend sa responsabilité dans l'acte. Bah oui, de toute façon, la confiance a été quelque part mutuelle. Oui, façon, donc il y a une co-responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc après, voilà, comment il va se comporter par rapport à cet événement-là, mais ne prenez pas sur vous, parce que là, moi je trouve, plutôt que, et évidemment je ne vous dirai pas ce que vous devez faire, mais moi ce qui me semble important, Charlotte, c'est d'être vigilante sur, votre culpabilité, ne rentrez pas dans « je suis coupable de », parce que ça va abîmer votre relation. Et c'est ça qui va, peut-être empêcher que quelque chose de beau et de bon se passe pour vous. Donc, pas de culpabilité. Ça, c'est absolument, je vous l'interdis totalement. Et de laisser advenir quelque chose venant de lui que vous ne maîtrisez pas. Ne faites pas les questions et les réponses. Ne soyez pas encore en train de dire il va réagir comme ci ou comme ça. Vous ne savez pas. Et puis, comme dit Monica, quelle que soit votre décision, il faut que ce soit votre conviction intérieure très forte. Mais pour moi, c'est vrai que au-delà des moments où en effet je suis dans l'émotion, en effet dans le chamboulement, je m'accroche quand même à ce que je souhaite, et je ne démords pas que je veux ça, je veux pas autre chose, je veux ça. C'est de pouvoir avoir un partenaire qui est dans une relation stable, et qu'on puisse construire une relation, construire un foyer, construire une famille. Et pour moi, ça c'est le plus important. J'ai vraiment besoin de ça. Oui, parce que vous avez besoin de réparer, là j'entends quelque chose. Donc il y a un projet de réparation. Je ne sais pas si c'est réparé, mais en tout cas... C'est à construire pour vous, en tout cas. Oui. Mais ça dont vous parlez, de ce foyer, il a plein de formes possibles. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que en ayant, par exemple, je dis cet enfant, ça peut être un autre papa, entre guillemets, qui l'élève. Donc, voilà, vous n'avez que 34 ans, la vie est longue, elle débute là pour vous. Ne décidez pas, là c'est chamboulé parce que c'est pas dans l'ordre que vous vouliez, ça se passe pas comme vous l'aviez décidé. C'est trop tôt. Oui, mais c'est trop tôt. Charlotte, il y a plein de choses qui nous arrivent dans nos vies qui n'étaient jamais le bon moment, jamais le bon endroit. On aurait voulu que ce soit différent, et on va apprendre à faire avec, parce qu'il y a quelque chose qu'on a à comprendre et à grandir.
Donc, vous ne vivez pas ça aujourd'hui pour rien. Donc, lâchez le fait que... Parce que si vous êtes en train de vous dire « oui, c'est trop tôt, c'est pas ce que je voulais, etc. », vous allez contre le mouvement de la vie. Il y a un mouvement, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Si vous allez contre, vous coincez quelque chose. Et ça ne peut qu'aboutir à du drame. Si on se met vent debout. Oui. Moi, ce que j'en comprends, en fait, c'est que... en fait, comme vous le dites, j'ai été dans un déni énorme sur ma capacité à pouvoir être maman, même femme, je pense, carrément. Je me suis carrément reniée sur toute cette féminité-là et que j'étais pas du tout raccord avec mon corps pendant toutes ces années. C'est pour ça que ça n'a jamais marché et que j'ai mis ça sous couvert d'une stérilité, etc. Et que là, la vie me dit, mais non, t'as rien de stérile chez toi. Tu as tout à fait la possibilité d'être maman, d'être femme, d'être compagne, épouse, amante, tout ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est le message que je me dis. C'est que voilà, c'est... Donc, cet homme est venu avec cette grossesse aussi et ce coup de cœur, vous faire femme. Et être femme, c'est aussi enfanter. En tout cas, voilà, il y a une part qui passe par là, qui peut passer par là. Donc là, vous avez, j'allais dire, le paquet total, c'est-à-dire l'ensemble. Donc après, c'est pas dans le sens-là que vous le vouliez, mais lâchez à cet endroit-là. Ça, c'est vraiment travailler la part d'acceptation. C'est là que la vie est belle. C'est quand on n'est pas là en train de décider. Voilà, un bébé, on va pas l'acheter sur le rayon d'une étagère. Et au supermarché entre 2 paquets de pâtes. Non. Donc c'est jamais. Il y a plein d'événements de notre vie qui sont jamais les bons moments. Et la vie et la mort, c'est jamais les bons moments. La mort encore moins. Mais la vie, voilà, qui est prête d'ailleurs. Comment on peut être prête à devenir mère ou père? C'est toujours une aventure terrible. C'est toujours une grande peur parce qu'on l'apprend nulle part. On l'apprend que qu'en ayant ce bébé dans les bras. Donc Charlotte, vous avez maintenant écouté beaucoup autour de vous. Oui. Et moi, je vous invite. Trop, peut-être. Non, c'est important parce que ça vous a permis d'ailleurs. C'est important d'ailleurs que vous connectiez ce que vous avez ressenti selon ce qu'on vous a dit. Est-ce que par exemple, quand vous entendez, faut le garder en boucle, vous dites ah non, ou ah oui peut-être, ou bah oui vous pouvez, etc. Ah bah non je veux. Enfin voilà, comment vous vous situez sur les conseils qu'on vous donne. Ça c'est un renseignement pour vous. Parce que forcément, vous êtes en train de vous dire quelque chose. Quand les gens nous conseillent, souvent, il y a une petite voix qui dit quelque chose, que la personne a raison ou pas raison. La peur, c'est que, en effet, par cet acte médical, pour le coup, après, je devienne stérile. Et oui, il y a un risque, bien sûr. Non, mais après, Charlotte, ce ne sont que des risques. Il y a le risque aussi d'être une mère qui élève seule son enfant. Donc, où que vous vous tourniez, il y a un risque. Mais si on fait des choix dans la vie en se basant sur la zone de risque, alors on agit sous la peur. C'est-à-dire que ce qui nous fait choisir, c'est la peur. Agir par la peur ne fait jamais une action juste. La peur est vraiment mauvaise conseillère. Donc, on agit par désir, par conviction profonde, par souhait, et là, l'intention est juste, et là, on a de l'attention, et là, on a la foi, et là, on trouve les capacités. Mais quand nos actions sont dominées par la peur, je prends cette décision parce qu'en fait, c'est parce que j'ai peur d'eux, vous voyez bien que le mouvement est contraire. Oui. Si en fait, je garde pas ce bébé parce que j'ai peur de l'élever seul, mais en fait, j'aimerais bien le garder. C'est un mouvement contraire. Ou je le garde, mais par peur de plus jamais en avoir un. C'est pas un cadeau que vous lui faites. C'est je te garde, mais tu sais, je te garde parce que en fait, t'étais ma dernière chance et que sinon, non. Vraiment, Charlotte, c'est votre intention qui compte là, et elle ne doit pas être basée sur la peur. Donc il y a de la confiance à travailler pour vous. Et peut-être que là, il y a 3 mois... J'ai beaucoup de mal à avoir confiance en la vie, donc c'est pas gagné. Charlotte, comme vous avez 3 mois là, peut-être aller vous faire aider là quelques séances avec un thérapeute pour en parler aussi.
Vous avez besoin d'élaborer sans qu'on vous enferme. J'ai l'échographie. J'ai une échographie. Très bien. Pour pouvoir dater, en fait. D'accord. Et puis, moi, je vous conseille aussi d'aller en parler à un thérapeute pour avoir un lieu où la parole sera neutre et où vous ne serez pas influencé pour arriver à vous donner cet accès à l'intérieur de vous, pour trouver la réponse qui vous convient. Mon réel désir, quoi. Oui, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Où est la priorité? Comme dit Fan, voilà, dans la vie, voilà, il y a des priorités. Peut-être qu'avoir cet enfant peut être une priorité. C'est quand même très important que vous renseigniez cette question-là. Donc, quelle est la priorité pour vous? Qu'est-ce qui compte réellement? Et ça, c'est à l'intérieur, la réponse. Et puis, parlez-en avec lui. Oui, il va falloir que je me jette à l'eau, ça va être... Ouf. Oui, voilà, que ce soit un peu posé, J'ai vraiment peur que du coup la relation soit totalement anéantie. Charlotte, si encore une fois votre peur prend la main dans le moment où vous allez lui annoncer, elle va envahir tout l'espace et vous allez lui communiquer votre peur. Donc votre peur, qu'est-ce qui va se passer? Il va contacter sa peur à lui, vous allez être deux jeunes gens, en résonance. Oui, en résonance, deux jeunes gens complètement ancrés dans cette peur, sans aucune capacité d'accueil l'un de l'autre. Donc, vous accueillez cette peur, elle est là, on ne va pas la cacher, mais gardez-la bien avec vous, c'est la vôtre, c'est pas la sienne, et venez peut-être en la verbalisant, et en la confiant, et en la laissant là, voilà. Mais qu'elle n'irradie pas partout. Oui. C'est tout à fait juste. Courage à vous, Charlotte. Oui, et cheminez, il n'y a pas à décider dans l'urgence. Prenez le temps. Ce genre de choix, c'est je voulais pouvoir bénéficier d'un IVG médicamenteux qui est relativement moins traumatisant pour le corps. Oui, d'accord. Et ça, c'est dans les combien de temps? Les 5 semaines. Bon, parlez-en rapidement avec lui. Oui. Et puis, essayez assez rapidement de faire un peu les petits exercices que je vous ai conseillés, de voir qu'est-ce qui émerge. Voilà, faites-vous confiance que la réponse va venir de vous. Ne la jugez pas et regardez juste ce qui émerge. Observez. Oui. Et calmez ce mental. Toutes les fantasmes sur la stérilité, sur la fécondité. Et sur voilà. Et je voulais une famille comme si, et j'ai pas une famille, et c'est pas le bon moment, etc. Non, c'est pas des fantasmes, c'est des réalités, mais de la même façon que, voilà, quels que soient les risques, ça fait partie des réalités possibles. Oui. De toute façon, on dit toujours choisir, c'est renoncer. Oui. Donc, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et donc là, c'est la foi. Il faut que vous ayez la foi en vous. Voilà, il y a une conviction profonde qui est là. Écoutez-la. D'accord. Bon courage à vous, Charlotte. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Au revoir. Alors, à propos de Baptiste qui témoignait hier soir de son hypersensibilité dans la libre antenne, un fidèle auditeur de Montréal qui s'est reconnu dans ce témoignage conseille un livre qui l'a beaucoup aidé. Comment canaliser ce mental envahissant par Christelle Petit-Colin. Christelle, ça s'écrit sans H, c'est Ristel. Petit Colin, très bonne auteure. Comment canaliser ce mental envahissant? Je sais que vous avez aussi également envoyé des messages hier pour avoir des conseils de lecture à ce sujet de l'hypersensibilité. Alors merci à cet auditeur. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir à l'antenne. Donc je vous appelais pour vous parler un petit peu de mon histoire qui est un petit peu singulière. Donc voilà, j'ai été en couple pendant plus de 10 ans avec une femme, avec laquelle donc j'ai été marié pendant 5 années. J'ai eu également une petite fille. Et je me suis séparé il y a maintenant 1 an, puisque donc j'ai avoué à mon ex-femme que j'avais des relations avec des garçons. Et donc, pour lui avouer donc mon homosexualité. Alors ça a été des moments pas faciles à traverser pour moi. Et donc voilà, aujourd'hui, je commence, on va dire, à accepter et à assumer petit à petit ce fait, même si c'est encore difficile pour moi. Et donc voilà, je voulais un peu partager ça avec vous ce soir. Oui. En fait, vous n'avez donc en fait vous aviez
Vous avez 30 ans, c'est ça aujourd'hui. À 20 ans, en fait, vous étiez en couple avec votre ex-femme. Voilà, tout à fait. Je l'ai rencontrée. Oui, très jeune. Ouais, très très jeune. Ouais. Et donc je me suis mis en couple rapidement. Je pense que quand je me suis mis en couple avec elle, j'avais déjà des doutes concernant ma sexualité, très clairement. Ouais. Ouais. Et voilà, donc ça fait partie de mes questionnements, en tout cas depuis que je suis séparé, à savoir, voilà, pourquoi j'ai fait tout ça, pour fuir, pour vous fuir. Ouais, j'ai encore du mal à comprendre le pourquoi de tout ça. Il arrive souvent, on prend surtout comme ça, si jeune, des chemins pour éviter celui du désir, qui est trop important, trop envahissant, qu'on saurait pas assumer. Alors vous avez pris le strict opposé, presque pour vous, j'allais dire, vous enfermer là, en tout cas vous mettre là dans une voie, comme pour contenir ce désir, pour être dans le déni, parce que c'était trop. Alors est-ce que c'est votre histoire de famille? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans le fait à 20 ans? Vous pensez qu'est-ce qui était si urgent dans le fait de vous mettre vite en couple, comme pour contenir quelque chose qui apparaissait et que c'était difficile pour vous d'accueillir? Je pense que oui, c'était difficile à assumer, difficile. Il y a une histoire de famille, c'est le regard de la famille souvent. Je pense que c'est le regard de la famille, le regard des autres, des gens qui m'entourent. J'ai des parents qui sont très ouverts. Et je pense que, je sais pas s'ils l'auraient accepté ou pas. En tout cas, depuis que je suis séparé, voilà, ils sont là pour moi, pour m'aider et m'accompagner. Ils ont accepté ça. Oui. Après, je pense que c'était difficile pour moi à porter et à accepter de. Et bon, il y a une chose qui peut paraître aussi un petit peu égoïste peut-être, mais j'ai toujours voulu avoir un enfant. Ouais, c'est la question que je me posais en écoutant votre histoire. Ouais. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. D'important. Et donc, du coup, accepter peut-être mon homosexualité à l'époque, c'était aussi peut-être... renoncer à être papa. Renoncer à ça. Ouais. Et du coup, voilà, donc j'ai fait ce que je regrette pas aujourd'hui, parce que j'ai eu une petite fille que j'aime plus que tout au monde, et voilà, mais c'est difficile à assumer, et je me dis, voilà, elle est petite, elle a 2 ans, et voilà, je lui impose une vie qu'elle n'a pas forcément choisie. Vous lui imposez pas, vous êtes, tout simplement. On n'impose pas à ces enfants qui nous sommes. Vous êtes, et cette petite fille va faire avec ce papa-là. Mais comme d'autres enfants vont faire avec des parents qui divorcent quand ils ont 2 ans parce que le papa ou la maman a eu un coup de foudre ou est parti sur un coup de tête pour quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être tout à fait ça aussi. Ouais. Oui, c'est-à-dire que là, vous venez mettre l'homosexualité à un endroit où elle n'a pas lieu d'être. Parce que vous imaginez, vous êtes hétérosexuel et puis vous tombez, vous retrouvez une amie d'enfance ou fou amoureux, vous divorcez de la maman, votre fille a 2 ans. Vous pourriez dire, oui, j'impose ça aussi à mon enfant. Oui, c'est vrai. C'est toujours une séparation pour l'enfant. Mais c'est pas votre homosexualité qui doit poser, elle, un problème à votre enfant. Mais par contre, pour vous, après, c'est comment vous la vivez et ce qui me semble important, Pierre, là, on va arriver bientôt au journal, on va laisser l'antenne pour les informations et on se retrouvera juste après. Mais ce qui me paraît important, c'est plutôt vous, quelles sont toutes les images et les croyances que vous véhiculez
à votre sujet, au sujet de l'homosexualité, tout ce qui vous encombre à cet endroit-là, pour que vous puissiez être beaucoup plus tranquille avec ça. Hein. Mais on en parle tout de suite après les informations. À tout de suite, Pierre. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct. Une libre antenne cannoise. On monte le tapis rouge au 39-21, sans robe longue, sans smoking et sans paillettes. Je vous propose de monter les fameuses marches ce soir, les plus belles, celles de vos vies, de vos témoignages, de vos questionnements. Quentin et Corentin sont là pour répondre à vos appels au 39-21 et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et dialoguer en direct avec un auditeur. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21 tous en scène. Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir Pierre. Bonsoir. Alors Pierre, on échangeait juste avant les informations autour de votre témoignage. Vous êtes donc le père d'une petite fille qui a 2 ans, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, bientôt 2 ans. Qui a 2 ans et vous avez passé 10 ans donc en couple et vous venez de vous séparer pour vivre votre homosexualité. C'est vrai que je vous demandais justement de voir juste avant les informations qu'est-ce qui quelles sont les images, les représentations de vous, de l'homosexualité en général, qui vous encombrent, qui ont fait ce choix-là pendant 10 ans. Je pense que oui, j'ai encore du mal à assumer aujourd'hui, même si j'ai dû faire ce coming out suite à ma séparation. J'ai encore du mal à accepter parce que c'est peut-être... À quoi ça vous renvoie ? Oui, ça vous renvoie à quoi ? On vous dit au sentiment... alors, je vais peut-être choquer en disant ça, non, mais un peu au sentiment d'être différent et pas normal. Oui, et même dans la société d'aujourd'hui, où justement on a progressé, et on a fait des très beaux progrès d'ailleurs dans cette acceptation. Comme dit un auditeur, acceptons d'aimer une personne et non une sexualité, et les hommes seront plus heureux. Oui. Et puis il y a Liso qui dit, et pourquoi pas le contraire ? Vous avez aussi assumé votre hétérosexualité tout simplement, c'est-à-dire que pendant 10 ans, vous avez eu le sentiment pendant ces 10 ans de constamment vous mentir ? Comment vous viviez ? Comment vous avez vécu ces 10 ans ? Très clairement. J'ai eu une période où je n'ai vécu que mon hétérosexualité au début de ma relation de couple. Et puis assez rapidement, j'ai eu des relations avec des garçons. Et disons qu'à chaque fois que je vivais ces relations, j'avais toujours un peu le sentiment d'être une deuxième personne et de m'enfermer dans un deuxième personnage. Ouais. Et je revenais ensuite à la réalité quand je reprenais ma vie de couple. Et vous aviez le sentiment de quel était le vrai, le juste ? Celui qui mentait finalement ? Ou celui qui vivait dans l'ombre ? Je pense que c'est... Celui qui mentait, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, de mentir et de me cacher. Donc, et qui se mentait à lui-même aussi. Et qui se mentait à lui-même, exactement. C'est surtout ça qui était douloureux. Tout à fait, oui. Comment ça a été accueilli par la maman de votre fille
Alors, bon, elle a beaucoup, beaucoup souffert, forcément. Mais c'est vrai qu'au début, sa première réaction, ça a été de me dire, bah, écoute, voilà, ce que tu trouves chez les garçons, je pourrais jamais te le donner. Moi, je t'aime et je tiens à toi et je veux qu'on continue Oui. notre vie comme ça. Et toi, bon, bah, ma foi, il se passera plus jamais rien entre nous, mais si tu veux continuer à avoir des garçons, tu continueras à avoir des garçons. Ça a été sa première réaction. Oui. Et bon, moi, au début, je me suis dit, bon, bah, ça y est, voilà, pourquoi pas cette vie-là, au final. Euh, voilà, ça m'a questionné. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était très égoïste de lui imposer ça, et donc je me suis rendu compte assez rapidement que ça pouvait pas fonctionner comme ça, que moi je devais assumer ce que j'étais, que elle devait reprendre sa liberté, même si c'était difficile pour elle. Et donc voilà, assez rapidement, j'ai préféré lui dire que je préférais qu'on se sépare. Et aujourd'hui, vous êtes dans quel type de relation? Il reste de l'amitié, de la compréhension, même si bien sûr c'est douloureux. Oui, oui, voilà, je la respecte énormément pour ce qu'elle a fait, puisque euh, on reste les parents de notre petite fille. Oui. Et à ce sujet-là, elle a tout fait pour que je puisse maintenir ce lien papa-enfant. Et bon, même si on a eu forcément des moments difficiles entre nous, couple, enfin pas le couple de parents. Je dirais que voilà, en tant que couple parent, elle a toujours favorisé le bon fonctionnement de ce couple parental, on va dire. Après, sur nos relations purement Oui, d'homme et de femme. Oui. d'homme et de femme, c'est forcément plus difficile et plus délicat. Mais voilà, elle a été assez intelligente pour faire la part des choses par rapport à tout ça. Oui, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a le sentiment de se retrouver en échec dans sa féminité, d'avoir été pendant 10 ans avec un homme qui finalement ne la désire pas, mais ne désire pas les femmes, mais ne la désire pas elle. Oui, c'est clairement ça. Je pense qu'il faut, voilà, ce qui est difficile, difficile pour elle. Qui est difficile pour elle. Et en même temps, moi, je m'en veux réellement de lui avoir aussi imposé ça, parce que voilà. Mais vous aviez une sexualité pendant ces 10 années? On a eu une sexualité, mais qui n'était pas très, très heureuse, très épanouissante. Voilà, tout à fait. Oui. Donc pour elle non plus, finalement. Pour elle non plus. Alors voilà, j'en porte sans doute une part de responsabilité. Je pense qu'elle aussi, parce que voilà, c'était pas quelque chose sur lequel elle avait envie de beaucoup évoluer. Alors après, voilà, j'en porte une grande responsabilité, parce que aussi, au final, le fait qu'on ait peu de rapports m'arrangeait bien. Et du coup, voilà, j'ai pas non plus aidé à ce que cela s'améliore ou change. Et en même temps, hein, comme le dit Fabienne, c'est pas un choix, parce que vous en parlez comme si vous aviez dû choisir, mais c'est pas quelque chose qu'on choisit. Oui, vous étiez plutôt dans un déni de quelque chose qui existait et qui après, vous êtes en train de travailler l'acceptation, et elle avec. Alors après, vous pouvez, j'allais dire, ressentir une forme de culpabilité de l'avoir trompé, dans le sens où vous-même vous étiez aussi vous-même trompé et caché quelque chose. Et oui, non, parce que vous avez l'honnêteté de dire, sans doute, j'avais très très envie d'être papa, et que vous avez peut-être accepté ce mensonge envers vous à l'aune d'avoir envie de créer une famille. Parce que vous savez remonter à vos 20 ans pour dire ça. Oui, je pense que... Oui, ça c'est une certitude, ouais. Adolescent, vous aviez des contacts ou des
des petits amis garçons ou... J'ai découvert ma sexualité en fait. Adolescent, j'ai découvert ma sexualité avec un garçon. Mhm. Voilà, avec qui j'ai découvert ça. Ça a duré plusieurs années. Et puis ça s'est terminé. Et après ça, j'ai eu des relations avec des filles, pas énormément. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme, avec qui je suis resté pendant plus de 10 ans. Oui. Et elle aussi porte, j'allais dire, cette responsabilité, en tout cas ce désir d'être avec vous. Donc la sexualité que vous aviez ensemble, j'allais dire, ça lui convenait d'une certaine manière. Oui, je pense, oui. Oui. Donc c'est important parce que vous ne portiez pas toute l'histoire avec de la culpabilité en vous disant c'est moi ou c'est de ma faute. Voilà, vous étiez deux. Elle devait aussi sentir des choses de votre part. Dans la sexualité, on sent beaucoup de choses qu'elle aussi peut-être n'a pas voulu voir parce qu'elle avait envie de se raconter peut-être une histoire de couple et de famille. Et ce sont des choses qui arrivent quand on est jeune. On a envie de croire à l'histoire qu'on se raconte. Et donc, on passe un peu en force. Et ça, c'est quelquefois un état de jeunesse parce que le souhait qu'on a ou l'image qu'on se fait de la vie qu'on veut avoir, on fait tout rentrer dedans. Et puis, ça tient un temps, mais un temps seulement. Et je pense que oui, vous avez voilà, elle avait cet idéal familial et elle l'avait trouvé. Et voilà, je pense que notre vie lui convenait comme ça. Bien sûr. Et sauf que moi, voilà, oui. Alors, je me suis posé des questions au départ en me disant est-ce que si on avait eu une sexualité différente, ça aurait changé les choses ou pas. Voilà, parce que on a essayé de... Voilà, je me suis demandé à un moment donné, si j'étais bisexuel, par exemple. Oui. Alors, j'ai eu, là, depuis ma séparation, une relation avec une collègue femme. Mais en fait, voilà, dans les rapports que j'ai avec les femmes, j'ai pas autant d'attirance et d'aisance que ce que je peux avoir avec les garçons. Et alors, pourquoi vous avez eu cette relation avec cette collègue ? Vous vouliez voir ? Vous vouliez refaire un essai ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, là ? Je pense que oui, dans ma tête, c'était de me dire... je vais en avoir le cœur net ? Je vais en avoir le cœur net, ouais. Et au final, je pense que... Voilà, j'avance, je chemine encore par rapport à ça, très clairement. Et je pense que, voilà... il faut que dans ma tête, j'accepte ce que je suis et que j'assume très clairement cette homosexualité. Et j'ai encore du mal aujourd'hui à imaginer ma vie, par exemple, avec un garçon, à partager le quotidien d'un garçon. À être en couple, À être en couple, ça c'est quelque chose qui m'est encore difficile. Est-ce que vous pensez que ce côté anormalité que vous confiez là ce soir vous est renvoyé par une partie de la société, par votre famille ? D'où vient ce sentiment-là ? Justement, c'est un peu la difficulté que j'ai, parce que j'ai fait le tour de ma famille pour leur expliquer tout ça. Oui. Et c'est vrai que moi à la base je pensais que les gens allaient me rejeter, que ce serait difficile. Et au final, pas du tout. Tous les gens qui m'entourent, les proches, je parle de ma famille proche, mes parents, mon frère, ma sœur, mes oncles et tantes, tous sont plutôt acceptés de la situation. Alors, vous voyez, une fois que je vous dis ça, je pense aussi derrière, je me dis, voilà, pour eux, c'est pas quelque chose de concret. Pour le moment, je leur ai juste dit que j'étais attiré par les garçons. Mais je leur ai pas encore ramené de garçon avec moi. Présenter un compagnon. Présenter un compagnon.
Donc du coup, là dans ma tête, je me dis, mais si un jour je ramène quelqu'un, peut-être que ça va être difficile pour eux. Et voilà, j'imagine... Mais vous projetez votre peur sur eux. Parce que de la même façon qu'ils vous ont accueilli dans ce que vous avez dit, et comme j'ai le sentiment, dans ce que vous dites, vous avez plutôt de bonnes relations avec votre famille, ils vous apprécient et voilà, ils apprécieront le compagnon que vous leur présentez. Ça fait partie de vous, de votre histoire. Ils vivent pas avec votre compagnon, mais vous êtes tellement dans la crainte et dans la peur que vous projetez en fait cette peur-là. Mais comme le dit très justement un auditeur par SMS, on choisit de vivre son homosexualité ou pas. On ne choisit pas d'être homosexuel. Et l'auditeur dit, pour moi, ce fut compliqué. 20 ans après, c'est encore douloureux. Ouais. Et la question est effectivement de le vivre. Alors oui, un autre SMS que je voulais assumer ne veut pas dire rentrer dans une case. On peut aimer quelqu'un et par cela aimer la forme de sexualité. Pourquoi vouloir absolument se définir ? C'est vrai qu'on aime une personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, le discours sur l'homosexualité, on est l'un ou l'autre, voilà, hétéro ou homo. En fait, on est attaché à une personne qu'on rencontre, avec laquelle on partage de l'intime, bien sûr, du plus profond de soi, du corps à corps, du cœur à cœur. Et c'est ça qui donne du sens aux relations. C'est vrai, oui. Mais c'est vraiment ça, c'est le fait de rentrer dans des cases. Et j'avais entamé un suivi au moment de ma séparation. Et où, on avait commencé d'ailleurs ce suivi avec mon ex-femme ensemble. C'était avant notre séparation. Et où la personne qui nous accueillait nous expliquait ça en disant peut-être que il faut accepter cette situation. Si vous vous aimez les deux, hommes et femmes, dans cette situation-là, pourquoi pas construire votre couple. C'était une des pistes qu'il nous avait donné de travail et de réflexion, en disant au final, si votre vie, pourquoi pas avoir cette vie un peu... Oui, après c'est des accords intimes qu'on passe dans un couple, et il y a des accords dans des couples qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas à connaître, mais qui peuvent être tout à fait singuliers et convenir aux deux. Il y a Cathy qui dit, avec votre épouse, ne vous sentez pas coupable, on est deux dans un couple et toutes les femmes n'ont pas une sexualité très exigeante. Ça l'arrangeait peut-être, demande Cathy. Peut-être que ça lui allait. Ouais. Je pense que ça lui convenait. Sûrement. Après, ce qui est difficile, c'est que... en même temps, je lui en veux pas, mais elle m'a fait porter toute la responsabilité de la séparation. Ah oui. Et du coup, c'est ce qui est un peu pesant, je dirais, dans notre... C'est ça, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, dans notre relation, et où il n'y a pas eu de remise en cause de son fonctionnement à elle. Et bon, après, je veux pas réécrire l'histoire, mais voilà, ça c'est difficile. Et du coup oui, je prends la responsabilité de ça et je dois assumer auprès de tout le monde cette responsabilité-là, même si au fond de moi, je pense que la responsabilité est partagée. Elle a peut-être besoin, Pierre, de se protéger. Et si vous pouvez le comprendre, vous pouvez peut-être l'accepter. Après tout, il faut pas, que ça vous coûte trop, mais en même temps, c'est sa protection à elle pour ne pas remettre en cause sa féminité. Et elle protège sa féminité en faisant ça. Hein. C'est un peu subtil. Maintenant, c'est aussi un chemin sur lequel vous êtes d'acceptation de vous-même. Et finalement, c'est ça que vient dire aujourd'hui votre histoire. C'est voilà l'endroit où le travail où vous êtes. C'est d'ailleurs celui que vous pouvez continuer peut-être pour vous seul en thérapie, qui est de travailler toute cette acceptation de vous et de pouvoir peut-être un jour vous projeter dans un couple. Exactement. Oui, mais je pense que c'est ça. Ce qui m'a donné envie de vous appeler, il y a eu un très beau film mercredi. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'appelle Baiser volé, qui est un film sur l'homophobie. Oui.
et qui est passé mercredi sur France Télévisions. Et je l'ai regardé cet après-midi en replay. Et voilà, en voyant ce film, ces jeunes lycéens qui avaient du mal à vivre leur homosexualité au grand jour, voilà, ça m'a encore fait avancer dans ma réflexion et dans l'idée de me dire que voilà, il faut assumer ce qu'on est, pas avoir peur du regard des autres. Oui, c'est une invitation à vous accepter dans votre unicité, votre singularité. Et même si parfois vous pouvez croiser des regards un peu violents, il y a encore malheureusement de l'homophobie, mais ça leur appartient, ils sont renvoyés eux à leur propre peur. Hein, ça parle d'eux. Voilà, quand on est dans l'homophobie, on parle de sa propre peur. Donc, c'est pas quelque chose qui doit vous appartenir, que vous devez prendre. Comme dit Fabienne, quand je vois mes amis hommes en couple, je ne pense pas du tout homosexuels. Je vois deux personnes qui vivent ensemble et comme vivent les couples hétéros et c'est tout. Ouais. Oui, alors il y a Sylvain qui laisse un message pour vous et on vous donnera son numéro hors antenne. Il dit qu'il est très touché par votre témoignage en ce moment parce qu'il s'y retrouve, il a vécu une vie similaire et il dit je n'ai eu qu'une seule femme, je l'aime toujours d'ailleurs, même si elle n'est plus là maintenant. Et c'est important que vous cultiviez avec la maman de votre petite fille ce lien d'amour qu'il y a eu. Il faut un peu de temps bien sûr pour panser les plaies, mais là encore, et ça fait écho tout à l'heure au témoignage de Charlotte, ne rentrez pas dans la culpabilité, c'est vraiment du poison. Ça voudrait dire que vous auriez pu faire autrement l'un et l'autre. Vous n'avez pas pu ni l'un ni l'autre, et chacun a sa part. Bon, elle aujourd'hui, elle se protège, mais voilà, mettez de la tranquillité là-dedans pour rester, bien sûr, des parents unis, mais aussi un couple qui s'est aimé, parce que c'est ça qui compte finalement. Et ça, c'est vrai, et c'est ce que... Moi, c'est un peu ma crainte, c'est de me dire qu'elle puisse penser que je l'ai pas aimée, parce que vraiment, je l'ai choisie, pour être la mère de... Oui, voilà, de votre fille. Rassurez-la là-dessus, vous pouvez lui dire encore. Et puis, elle sera la seule femme qui compte dans votre vie. C'est une belle place qu'elle a. Ben oui, tout à fait. Et la mère de votre petite fille. Et posez des mots pour... parce que plus elle va... Vous allez l'aider aussi à être en paix avec son féminin, avec sa féminité, si vous mettez des mots là-dessus. Et elle pourra du coup, un jour, peut-être pas tout de suite, vous dire oui, finalement, tu vois, on a bien fait parce que aujourd'hui, je sais pas, j'ai un compagnon, j'ai une sexualité épanouie avec lui et j'ai découvert ma sexualité de femme. Voilà. Ouais, elle aussi va peut-être sans doute lui permettre de faire un chemin par rapport à ça. C'est vraiment ce que je lui souhaite en plus. Oui. Donc, sans le lui dire là tout de suite, c'est un peu tôt, mais en tout cas, lui dire à quel point elle a compté et elle compte encore, et elle comptera toute votre vie. Tout à fait. Voilà. Et que le lien d'amour, il est là. Hein, vous savez, les gens qu'on a aimés, on les aime toute une vie. C'est vrai. Merci beaucoup, Pierre, pour votre témoignage. Très, très touchant. Hein. Je vous souhaite un beau chemin vers vous, et courageux, et apaisé. Merci pour votre écoute. Merci Pierre, au revoir. Bonne soirée. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bon, je ne vais pas vous parler en italien, en fait, je ne sais pas parler. Merci. J'ai pas le dictionnaire qui va avec. Moi aussi, vous me sauvez. Nous sommes sauvés déjà. Oui. Alors j'espère que vous allez me sauver. Ça non. Non, moi je sauve personne, vous savez. Le mot est un peu fort, je reconnais. Oui. Voilà, donc je suis désemparé, je suis un père qui a un enfant qui ne veut plus me voir. C'est un enfant qui a 11 ans. Il ne veut plus me voir depuis plusieurs mois maintenant. Et alors voilà, donc je compte sur vos questions pertinentes comme d'habitude pour me lancer parce que c'est tellement dense comme histoire qu'il va falloir l'éclaircir au plus vite pour que vous me compreniez. Mais qu'est-ce que vous en comprenez? C'est-à-dire, pourquoi pensez-vous que votre fils de 11 ans, qu'est-ce qui a pu se passer, vous pensez, dans sa tête, dans sa décision pour qu'il décide de ne plus vouloir vous voir à 11 ans? Oui, j'ai des hypothèses. Je pense que donc il est élevé par sa maman, parce que justement je l'ai plus. Et je pense que sa maman est inconsciemment ou volontairement, je ne sais pas, responsable de cette situation, parce que voilà, donc nous étions avec sa maman un couple et nous nous sommes séparés en août 2013. Voilà. Donc il avait 4 ans de moins, oui. Oui, c'est ça, 7 ans. Oui, à peu près, oui, c'est ça, oui, je crois.
Et voilà, on avait la garde partagée. Oui, même parce que plus que ça. Moi, je l'avais 8 jours et elle l'avait juste le week-end pendant 2 ans. Voilà. Et puis, en 2015, j'essaie de raconter vite parce qu'on n'a que 25 minutes ensemble. Oui, mais on a tout le temps. 25 minutes, c'est énorme en radio. Oui. Ah, vous regardez déjà l'heure. Non, parce que c'est tellement dense comme histoire que je voudrais que vous compreniez bien et j'ai pas envie de me perdre dans les... Voilà. Donc, moralité, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Donc, vous avez eu la carte partagée pendant 2 ans. Oui, voilà, dans la maison. Et puis, je suis maintenant avec une nouvelle femme depuis 2 ans maintenant. Depuis 2015, on va dire. Donc, en réalité, on s'est séparés en 2013. Je suis avec une nouvelle femme en 2015. Et voilà que nous avons déménagé. Alors, ce que j'entends par là, le déménagement, c'est la maison dans laquelle cet enfant est né. Et je pense, voilà, donc ça fait partie des hypothèses. Des hypothèses. En tout cas, pas de conflit avec moi, bien sûr, mais de rupture dans sa tête. Il y a eu quelque chose, comme souvent les enfants, quand ils quittent leur maison. Ça date de quand, le déménagement? Août 2015. Oh, mais il y a 2 ans, et là vous dites, et c'est depuis quand qu'il ne veut plus vous voir? Alors voilà, voilà, à partir de... Alors, depuis 3 mois, on ne se voit plus du tout. Oui. Mais ça a commencé en octobre 2015. Ah, d'accord. Ouais. Avec des grosses crises d'angoisse chez sa maman à l'idée de me voir. Alors évidemment, comme vous ne me connaissez pas, vous pourrez penser... À l'idée, c'est-à-dire que votre ex-femme avait des crises d'angoisse à l'idée de vous voir, vous? Que mon fils fait des crises d'angoisse auprès de sa maman à l'idée de me voir moi. À partir d'octobre 2015, ça a commencé, d'accord. C'est ça. Mais des crises d'angoisse parce que c'est un enfant hyper émotif, hyper sensible, qui a beaucoup d'ailleurs de retard à l'école. Il est dans un système CLIS, je pense que vous connaissez tout ça. Enfin bref, pour les enfants qui ont du mal à l'école, il y a une sorte d'assistanat autour. Bref, il manque de confiance en lui parce qu'il n'est pas à l'école à sa place, en ce sens que les élèves, il se sent en dessous des autres, quoi. Forcément déjà. Et donc là-dessus, il a dans sa vie en général un comportement hyper émotif. Donc, à l'idée de me voir, entre autres, il fait des crises d'angoisse, et paraît-il, parce qu'évidemment j'en suis pas témoin, c'est il peut vomir, il peut ne pas faire des insomnies. Ça, c'est ce que vous raconte sa maman. Voilà, c'est ça, c'est ce que mais vous, quand vous l'aviez de temps en temps, donc après là, octobre 2015, on est déjà en 2017. Oui. Vous avez réussi à le voir depuis plus d'1 an, enfin quasi 18 mois. Qu'est-ce que vous avez pu observer de son comportement quand il était avec vous? Est-ce que vous avez observé un changement de comportement? Au début, non, et progressivement, oui, au point qu'il a demandé de me voir de moins en moins. Jusque maintenant, on ne se voit plus du tout. Qu'est-ce qu'il vous disait? Oui, mais à vous, qu'est-ce qui se passait quand vous étiez ensemble? Qu'est-ce que vous avez observé? Ce que j'observais, c'est qu'il avait un comportement assez électrique. Il faut savoir, donc, je suis avec ma nouvelle femme. Quand il venait me voir, il venait nous voir, ma nouvelle femme qui a, entre-temps, eu un enfant. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements. Vous voyez, donc en gros, il y a eu une rupture de maison, il y a eu l'arrivée d'un enfant, donc sa petite sœur, on va parler comme ça. Et je sais qu'ils ont été très heureux, d'ailleurs, très très heureux. Il aime beaucoup sa petite. Il n'y a pas eu un phénomène de jalousie. Mais alors, pour répondre bien à votre question, à la maison, il avait ce comportement très susceptible. Sa chambre, il l'a jamais vécu. Sa chambre, il faut qu'il dorme ou à côté de nous. il aimait tellement dormir à côté de nous. Et ses jouets, il les a laissés pour toujours dans un placard, quoi. En gros, il a plus habité sa chambre dans la maison. Il n'a pas investi les lieux dans la nouvelle maison. Par contre, quand c'était dans l'ancienne maison, bah oui, il avait sa chambre d'origine puisque vous aviez gardé la maison du couple. D'accord. Voilà. Après, il n'a pas eu de problème non plus avec... Je vais parler en cliché exprès pour les auditeurs, parce qu'il n'a pas eu le phénomène rejet de la belle-mère avec ma nouvelle compagne. Il n'y a pas eu de rejet parce que je sais qu'il l'aimait beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Même. Mais il faut dire que aussi la belle-mère, entre guillemets, en question, est une femme très généreuse qui n'a pas accueilli le beau-fils, justement, mais un enfant, tout simplement. Donc elle a évité d'apporter des problèmes, vous voyez, sans faire de hiérarchie d'enfants, quoi. Donc, et après, oui, pardon. Et vous, il n'y a pas eu des moments, voilà, ça peut arriver, où vous êtes, je sais pas, énervé très fort contre lui ou... Il m'est arrivé de m'énerver quelques fois très fort, mais dans une moyenne habituelle qu'on peut avoir avec un enfant quand on est occupé, mais... oui, non, mais... Est-ce que vous êtes un papa qui, tout d'un coup, j'allais dire, pique une grosse colère, éventuellement... Non. J'ai des gros défauts, bien sûr que j'ai des gros défauts, comme tout le monde sur cette terre. Et je en connais quelques-uns, c'est d'être peut-être trop, parce que le trop est toujours un défaut, je crois, trop attentif, je pense, trop attentionné.
Donc très angoissée aussi, alors. Je m'en vante pas, au contraire. Donc très angoissée aussi. Très angoissée. Oui, peut-être, c'est vrai que ça relève d'une angoisse que d'être intentionné, parce qu'on a toujours peur de ne pas être à la hauteur pour l'autre. Oui, c'est ça. C'est vrai, oui. Mais voilà, maintenant il faut savoir quand même une chose pour aider à l'enquête, si on peut parler comme ça, c'est que la mère est une femme qui a été abandonnée toute petite et qui porte en elle une très grosse dépression, on peut dire existentielle, de par l'abandon en Corée, enfin bon, qu'importe. Et c'est une personne qui a toujours été en dépression, avant que je la connaisse, puisqu'elle même me l'a raconté, pendant que j'étais avec elle, et toujours maintenant. Plus ou moins en dépression, en tout cas dans un mal-être personnel. Et cet enfant, aujourd'hui, pour vous le résumer, est élevé chez sa mère, donc, puisque je viens de vous le dire, dans un 2 pièces à Montreuil. Bon, j'ai rien contre Montreuil, mais j'ai contre le 2 pièces dès lors que c'est l'univers unique d'un enfant. C'est-à-dire qu'il ne connaît que le square d'en bas, un 2 pièces, et puis... il va à l'école quand même. Il va à l'école, bien sûr. Non, mais je parle pour... oui, parce que la maman n'arrive pas, enfin, n'est pas en état, je sais pas, elle est soignée pour sa dépression, ou elle travaille plus, je crois que, enfin, je suis pas très au courant, c'est vrai qu'on communique peu. Je sais que elle par travaille contre, toujours. Non, elle travaille pas depuis au moins un an. Ou elle travaille à la maison, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, maintenant. Mais il y a eu un jugement de divorce qui a été rendu. Alors voilà, pour le divorce, non, il n'y a pas de jugement de divorce que j'attends impatiemment, qui devrait tomber dans 1 mois. J'ai fait toutes les démarches pour. La maman n'a pas tellement aidé, ou pas du tout aidé à ce divorce. Pourtant, c'est elle qui était partie il y a 3 ans. Ah, c'est elle qui est partie. Oui, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Ah, c'est oui. elle qui est partie. Oui, c'est pour ça que c'est... Le scénario est un peu... Elle est partie pour quelqu'un d'autre? Non, elle est partie pour être seule. Avant moi, elle vivait seule. C'est pour ça que vous aviez votre fils, enfin beaucoup plus qu'elle, elle l'avait que le week-end, vous l'aviez toute la semaine au départ, au moment de la séparation. C'est parce qu'elle travaillait à cette époque-là, il y a 3 ans. Et elle a perdu son travail? Non, elle l'a arrêté volontairement pour faire un travail à la maison. Je ne sais lequel d'ailleurs. Donc vous avez très très peu de contact avec elle et peu de communication. J'en ai plus du tout maintenant, parce qu'on peut dire que je suis un petit peu fâché. Mais il y a encore quelques mois, j'en avais encore. Je pense. Alors après, je fais des hypothèses. La mère, en parlant, elle est sûrement jalouse de ma nouvelle vie, parce que je suis très heureux. Et vous pensez qu'elle aurait pu jouer un rôle pour vous séparer progressivement de votre fils? Je pense. Et pense. De manipuler un peu votre fils, voilà. Vous pensez? Je le pense, parce que j'en ai aucune preuve. Bien sûr, il faut être très prudent sur ces choses-là, j'imagine. Mais je le pense, oui, je le pense. C'est le sentiment que vous avez? Oui, une petite anecdote aussi qui peut aider. Il y a quelques mois, je devais acheter une maison par un héritage. Et il fallait que, puisqu'on était toujours officiellement mariés, il fallait sa signature. Et elle m'a posé plein de problèmes pour que j'ai pas la maison, parce qu'elle voulait de l'argent en échange. Et en fait, j'ai pu avoir la maison malgré sa signature. Je vous dis ça parce que je pense, c'est pour en arriver à ça, je pense que j'ai eu finalement ma maison, mais je pense qu'elle a décidé, puisqu'il a eu la maison, mais il n'aura pas l'enfant. Je crois qu'il y a de ça dans l'air. Elle ne me l'a pas dit, je reconnais que c'est une interprétation. Pourtant, elle est partie. Oui. C'est elle qui a fait ce choix-là. Oui, délibéré, bien pensé pour elle, oui. Oui, et donc, qu'est-ce qui nourrit son agressivité envers vous? Vous pensez qu'elle vous reproche quoi? Peut-être mon bonheur actuel, puis un nouvel enfant, peut-être c'est jamais agréable, peut-être, je sais pas, je reste sur des hypothèses, je reconnais que j'ai du mal à vous répondre. Oui, c'est difficile parce qu'on n'a effectivement pas... Moi, ce qui me semble important, et je veux dire, c'est presque dommage que du temps où vous voyez encore votre fils, alors peut-être que vous avez pas vu certains signaux, c'était de pouvoir... qui consulte quelqu'un, qui soit suivi. Il a vu un psychologue. Oui. Oui, en effet. Il voyait un psychologue pour d'autres choses aussi, à cause de son retard scolaire, c'est un enfant qui a beaucoup de mal du haut de ses 11 ans. Si on lui dit, par exemple, va mettre ton cartable dans le placard et les yaourts au frigidaire, ça va être compliqué comme phrase. Ça va être très compliqué pour lui, par exemple, vous voyez. Donc il faut savoir que j'ai affaire à un enfant dont la manière de raisonner, il va falloir y aller avec beaucoup de, pas simplement de délicatesse, mais beaucoup de patience. Mais il a été vu pour un diagnostic, pour comprendre. Oui, un orthophoniste, il a vu. Oui. Alors je dis à l'imparfait le psychologue, parce que j'ai dit il a vu, parce qu'il paraît qu'il ne veut plus du tout en voir maintenant. Et donc il a que l'orthophoniste. La médiation, je pense que vous ne l'avez pas encore dit, mais je pense que vous allez me le souffler, j'imagine.
La médiation, évidemment que nous y avons pensé, mais je pense qu'il n'aura pas du tout envie, parce qu'en fait, je crois qu'il est dans une négation du problème. Quand j'ai appelé sa maman il y a quelques jours, c'est quand même, j'essayais d'avoir des renseignements, quand même. C'est mon fils. Et sa maman dit non, mais ça va bien maintenant. Parce que comme il fait plus de crise d'angoisse, évidemment, parce qu'il n'a plus à venir chez moi, elle trouve que... Est-ce que vous pouvez lui parler au téléphone à votre fils? Oui, je peux lui parler. Bon, et qu'est-ce qu'il en dit, lui, à 11 ans? Il a une voix claire, il n'a pas une voix de mépris. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'il dit du fait qu'il ne veuille plus venir chez vous? Incapable de le formuler. Mais quand vous l'avez au téléphone, vous parlez de quoi? J'essaie d'abord un petit mot, comment ça va, etc. Et puis au bout d'un moment, écoute Paul, c'est le nom de mon fils, écoute Paul, puisque je sais que tu ne veux plus venir à la maison, écoute, on va faire autrement. Un jour, je vais te chercher. Là, c'était il y a une semaine. Hein. Et vous faites une activité ensemble, c'est ce que j'allais vous dire, Ah oui, d'accord. Je vais te chercher à midi, on prend un petit repas au McDo, et après tu rentres chez toi, ne t'inquiète pas. Et là, il a fait un silence. Je dis, t'as entendu la question que je te pose? Tu es d'accord que je vienne te voir? Et comme il avait du mal à dire, tu veux dire que tu veux pas me voir? Voilà, je ne veux plus te voir. Ah, il vous l'a dit? Oui, il l'a formulé parce que là, je lui ai proposé la phrase. Je pense qu'il aurait. Sinon, je le connais. Avant, c'était que des silences. Donc j'ai dit, dis-le si t'as pas envie, dis si tu as envie, dis-le, t'inquiète pas, je ne te jugerai pas, pour lui donner tous les permis de s'exprimer. Et donc j'ai choisi celle que j'avais pas envie d'entendre, évidemment. Consistante. Voilà, c'est pour ça que je vous appelle, parce que je suis tellement désemparé. Oui, je comprends. Est-ce que vous pourriez lui dire tu veux plus me voir, mais est-ce que tu veux bien qu'on continue à se parler au téléphone? Vous voyez, il faut que vous arriviez à négocier avec lui pour ne pas perdre le contact, que vous ayez des rendez-vous réguliers au téléphone. Petit à petit, pour avoir un contact suivi, et que vous lui demandiez quelles sont les conditions que lui met pour vous voir. C'est quoi les conditions qu'il lui irait? Il les connaît, hein, parce qu'il y a quelque chose qui lui va pas. Mais il ne sait pas le formuler, ou il n'ose pas, ou il a peur de vous, ou voilà, il s'est passé en tout cas quelque chose pour lui. Mais si pour vous c'est important de retrouver un lien, c'est lui qui détient les réponses, mais en fait, il n'ose pas vous les dire. Donc, n'anticipez pas. Vous lui dites, voilà, moi, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai besoin, moi, de te parler. Si tu en es d'accord, on ne se voit pas, mais on a des rendez-vous réguliers. Quel est le jour? Et qu'il décide le jour, l'heure. Téléphonique. Oui. Et c'est le jour où il parle avec son papa. D'accord, et puis, au fil de ces conversations, vous y allez vraiment très très doucement, vous lui demandez si, au cas où vous vous verriez, quelles seraient les conditions qui lui conviendraient. D'accord. Intelligent, c'est intéressant, oui, je vous comprends. Oui, ce que dit Aliso est juste. Elle dit visiblement l'enfant porte toutes les tensions, les problèmes et les angoisses de la mère, de vous aussi, enfin de la situation de couple. Alors, est-ce qu'il... est-ce qu'il se met en situation de décharger sa mère d'une tension? Peut-être qu'elle, on va prendre l'option où elle n'est pas complètement en train de le manipuler, mais peut-être qu'elle est de toute façon, au vu de la réalité que vous décrivez, très en tension et très très contre vous, en tout cas très très en agressivité contre vous. Il se peut qu'il ait décidé de protéger sa maman, qui sent fragile, et qu'il estime que la tristesse ou le problème de maman vient de papa. Oui, je comprends, c'est intéressant. Et peut-être qu'il décide, lui, dans sa tête, alors sans le dire, mais lui, il a peut-être compris que maman est malheureuse, et si maman est malheureuse, c'est à cause de papa. Donc, je ne peux plus voir papa, parce qu'en fait, papa me cache quelque chose, et en tout cas, je vois qu'il rend maman malheureuse. Donc, je choisis mon camp, parce que la plus faible des deux, c'est elle. Et elle a besoin de lui, hein, c'est un petit garçon de 11 ans. Lui, il est là, tout fier pour protéger maman. Alors, quand vous dites qu'il me faisait des crises d'angoisse avant de vous voir, c'était peut-être qu'il avait peur de quitter sa mère. Il est peut-être l'homme de la famille, peut-être qu'elle dort. Vous me dites qu'il dormait dans votre chambre, il dort peut-être avec sa maman. Oui, je sais à peu près comment c'est situé. Oui, il y avait peut-être une. Il dort avec sa maman? Non, mais peut-être quelques fois, il semblerait. Sinon, en tout cas, c'est pas une vraie chambre, c'est juste une bibliothèque qui sépare, je pense. C'est un petit 2 pièces. Ouais, donc ils sont très en fusion tous les deux. Voilà, c'est le mot clé. D'abord parce qu'elle n'a pas refait sa vie. Enfin, elle a peut-être refait sa vie, je sais pas. En tout cas, personne ne vit avec elle depuis 4 ans. Oui, donc c'est l'homme de la famille, c'est l'homme de la situation. Une famille à deux, oui. Oui, donc il est en train d'éjecter le père pour être l'homme de maman, mais c'est pas très bon pour lui. Donc ce que vous pouvez faire, Jacques, c'est vraiment l'apprivoiser. Voilà.
Il va falloir l'apprivoiser tout doucement, mais gardez le lien. Vraiment garder le lien. Ne vous contentez pas et montrez-lui à quel point vous acceptez que c'est sa décision, que c'est d'accord, il veut plus vous voir, il vous voit pas. Donc vous passez pas en force, mais vous continuez le contact par téléphone très régulièrement. Oui, d'accord, ok, c'est intéressant. Il continue à avoir une psy ou pas? Non, ça je l'ai appelé il y a quelques jours, ça je peux mieux vous répondre, je sais que non, il veut plus en voir. Parce que qu'est-ce qu'il en dit? Sans juger, ça je ne sais pas, mais je peux vous en parler à sa place. Je sais que de toute façon ça lui pose un problème que ça se sache. Par exemple, ce que je vous dis ce soir, entre autres, que ça se sache. Une fois, il y avait une réunion d'école, et forcément, on a parlé du problème de mon fils, forcément. Et il nous a vus au loin, nous, c'est-à-dire la mère et moi, parce que là, par contre, on était ensemble pour aller à cette réunion d'école. Et je sais qu'il a fait justement une crise d'angoisse à l'idée qu'avec le directeur et la maîtresse, nous avons parlé du problème, ce qui est d'ailleurs vrai. Donc, problème, quand vous dites le problème, qu'il ne vous voit plus, ou son problème de retard de langage? Non, le problème qu'il ne me voit plus, ou qui à l'époque où il voulait moins me voir, enfin qu'il avait un problème avec moi. Ça, il ne veut pas que ça se sache. Donc, pour essayer de répondre à votre question, je pense que quand il ne veut pas voir de psychologue, c'est pour ne pas reparler de ça, parce que même d'ailleurs la mère pense comme le fils, ce qui est dommage, c'est que la mère n'a pas 11 ans, mais par exemple pour elle, pour la mère, encore une fois, le fils va très bien puisqu'il fait plus de crise d'angoisse. Je trouve ça très curieux de me dire comme ça, parce que... Et pourquoi l'école s'est emparée du sujet? Elle s'est emparée entre autres parce que dans la réunion scolaire, comme il a 11 ans, il doit passer de la primaire au collège. Il faut trouver une autre classe, un autre collège justement, une autre école, pardon, carte scolaire, avec le système CUTIS, là, où il dit, je sais pas exactement. Oui, c'est ça, de la carte. Vous connaissez bien, voilà, c'est ça. Et donc, fort de ça, il fallait parler un peu de tous les problèmes. Le problème central étant son retard scolaire, bien sûr. On n'allait pas à l'école pour parler de... Donc, de voir les lieux d'habitation pour voir son affectation au collège. Oui, pour trouver déjà un endroit et puis faire un point surtout. Faire un point sur cet enfant quand on a fait cette dernière réunion il y a 4 mois. Qu'est-ce que vous ont dit les enseignants ou le directeur de l'établissement quand vous avez eu cette réunion? Donc vous dites, on a parlé du problème, comme vous dites. Oui, aussi, oui. Ça c'est un accablement. Il y avait un homme dans la réunion qui était plus touché, peut-être parce que je suis homme aussi, quoi. Mais enfin, indépendamment qu'il soit touché ou pas, mais ça fait tellement partie d'un tout. Parce que c'est intéressant, le personnel enseignant. Eux, ils ont votre enfant toute la journée, ils ont un avis, ils sont en contact avec lui, ils observent des choses. Il y a une psychologue en plus dans les établissements. Oui, une psychologue scolaire, oui, bien sûr. La maîtresse a observé que petit Paul, en question, avait justement, lui aussi, faisait des crises, il faisait des crises d'angoisse aussi à l'école quand je devais, à l'époque, le prendre le lendemain. Et voilà, je sais pas ce que je voulais vous dire d'important aussi. Justement, et ça date, Ah oui, donc la maman raconte pas n'importe quoi si la maîtresse dit qu'elle l'avait vu faire des crises d'angoisse. Oui, c'est vrai, voilà, exactement ça. Oui, c'est important, ça valide, comme on dit, oui. C'est ça. Ça, vous n'aviez pas fait le lien, si? Si. Non, mais en fait, j'avais pas supposé que c'était faux. Parce que connaissant mon fils, je pensais qu'il était capable, en tant qu'hyper émotif, de faire des crises d'angoisse. D'abord parce qu'il m'a fait des crises de peur pour d'autres choses dans la vie, donc pourquoi pas pour moi. Ça se manifeste comment, sa crise d'angoisse? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il peut se mettre à pleurer sans pouvoir s'arrêter, par exemple. Des crises, il peut pas, il faut que je l'apprenne à respirer pour qu'il reprenne sa respiration justement normale, plus lente. C'est un état, je sais pas si on dit le mot hystérique, en tout cas spectaculaire, quoi, on va dire. Alors, je sais pas, Jacques, si vous savez un peu comment fonctionne la crise d'angoisse, mais en fait, la crise survient, crée de l'angoisse à l'idée que quelque chose qui s'est produit une fois se reproduisent de la même façon, qu'ils ne puissent pas être gérés. Et donc, à chaque fois qu'il y a une éventualité de cet événement, rien qu'à l'idée que ça va se passer de la même façon et qu'il n'y aura pas d'autre choix que ça se passe pareil, il se situe une crise d'angoisse. Remontez-vous dans l'histoire. Qu'est-ce que cet enfant a pu vivre avec vous, chez vous, pour qu'il soit comme ça parce que, en tout cas, il a une réalité, c'est ça que j'essaye de vous dire, et qu'il faut qu'elle soit entendue. Même si vous avez, les explications, la maison, etc., il n'y a que votre fils est dans sa propre réalité, et
que cette réalité là, pour le coup, elle est bien réelle. C'est qu'il y a bien quelque chose d'important. Si vous entamez avec lui des conversations téléphoniques régulières, évidemment pas à chaque fois, mais de temps en temps, si vous sentez que il raconte, au départ, vous allez lui faire parler de sa journée, de l'école, de comment va sa maman, ses amis à l'école, je sais pas de quoi vous parlez, en tout cas de sa vie, de s'intéresser à sa vie. Et puis, petit à petit, peut-être, de voir avec lui, est-ce que il a plus jamais de crise d'angoisse? Ah ben non, il va vous dire non, j'en ai plus jamais, d'accord. Et quand tu en avais, donc c'était l'idée de me voir, est-ce que tu t'es imaginé quelque chose qui allait se passer, qui puisse raconter? C'est-à-dire que exactement la chose suivante, c'est que un jour j'ai eu affaire à un procès en bistrot et c'était moi l'accusé par mon fils de 11 ans et sa maman. En fait, c'est pour répondre. En fait, on a posé cette question. C'est maintenant j'y pense. Et là, il invente un monde pour donner des réponses. Qu'est-ce qui se passe à la maison qui te plaît pas? Eh bien, tu me donnes jamais de petit déjeuner, ce qui est évidemment archi faux. Je sais pas quoi, tu me donnes jamais de goûter, tu t'occupes pas de moi. Enfin bref, c'est exactement l'inverse de ce que je fais. Et comme il finit, enfin en tout cas à mes yeux, il semble croire tellement ce qu'il dit que quand je le contredis, c'est là qu'il se met en colère. Ben oui, je comprends parce que il se met en colère. C'est un enfant, vous êtes un adulte. Hein. Oui. Lui, ok, peut-être que vous dites c'est pas vrai, je te donne goûter, mais ce qui est intéressant, c'est quels sont les éléments qui lui permettent de dire ça? C'est-à-dire, tu dis, ah bon, alors, ok, si on reprend la conversation sur tu me fais pas de déjeuner, tu me fais jamais de goûter, vous pouvez dire, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Est-ce que donc c'est le petit déjeuner éventuellement que je te sers qui ne te convient pas? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Parce que si vous voulez, un enfant s'amuse pas ni à mentir ni à inventer un monde. C'est que lui vit ça réellement. Oui, donc s'il le vit, c'est juste à enquêter pour savoir, d'accord, alors s'il le vit, comment ça se passe pour lui? Parce que si vous êtes rentré du coup dans la contradiction en disant c'est faux, tu mens, c'est pas vrai, il se sent nié. Et donc c'est très très angoissant pour lui. En tout cas, il a bien vécu quelque chose qui est juste de son point de vue. Alors, il y a Marie-Pierre qui dit pourquoi pas le mettre en internat à partir du collège? Oui, Marie-Pierre, elle n'est pas là. Je crois qu'elle vivra mal. SMS. Oui, que ça. Il y aura intérêt. Non, je crois que là, avec son manque affectif qu'il porte, ce besoin d'être avec maman, si on lui enlève maman. Mais il aurait tout un entourage d'amis, de copains qui l'aideraient à grandir. Mais il a un problème à faire des copains aussi. Beaucoup de problèmes avec les autres. Oui, mais justement, général. Parce qu'il en a peur. Oui, c'est ça. Et il est accroché à sa maman, donc. Oui, exactement. En plus, c'est un enfant qui parle de mort. Moi, j'ai entendu me parler de mort. Déjà, dans ses jeux, quand il joue, souvent, il fait le mort. Il a besoin de montrer qu'il est mort. Ça, c'est un jeu. Encore une fois, on est bien d'accord. Non, c'est un jeu, mais c'est très sérieux. Oui, non, Jacques, c'est très sérieux, les enfants qui jouent. Il est en danger, votre fils. Il meurt dans ses jeux. Oui, il montre qu'il est... Même quand il joue tout seul, par exemple, je sais pas, il met en scène sa propre mort. Il est en haut d'une corde, il va tomber sans faire... Il va faire attention de ne pas se faire mal, évidemment. Il va tomber volontairement dans le sable, en dessous. Et il va jouer le mort pendant quelques secondes. Et ça, je le connais, il fait très souvent ça pour nous montrer quelque chose. Et en même temps, quand il va très mal avec moi, un jour il me l'a dit, là par contre, sans le jeu, là, je préfère mourir. Il avait envie de mourir ce jour-là, dans le métro. Il m'avait hurlé ça dans le métro, je me souviens. Je voulais vous le dire parce que je pense... votre fils, il est vraiment en grande détresse. Je le sais bien, j'imagine bien. C'est bien pour ça que je vous appelle et je suis désemparé parce que je ne sais pas comment faire. Allez à l'école et allez aussi en parler tout seul, sans la maman. Ce serait bien que la psychologue scolaire puisse qu'il soit suivi, qu'il ait des rendez-vous réguliers. Alors elle n'a pas besoin, les psychologues scolaires, elle n'a pas besoin de dire qu'il va chez le psy, mais que cet enfant puisse avoir un suivi d'un adulte bienveillant qui lui tende une oreille. Voilà, au moins pour le remède. Parce que là, vous projetez pourquoi il ne veut plus aller chez la psychologue. Est-ce que vous pourriez avoir un contact avec le psychologue qui l'a suivi, qui ne veut plus voir? Oui. Vous l'avez eu ce contact ou pas? Non, mais je peux l'avoir. Je l'avais à l'époque. Ce serait bien. Allez la rencontrer. Parce qu'elle l'a vu en consultation. Donc, elle sera plus précise que moi. Et allez lui raconter, surtout là, ce que vous me dites sur les scénarios, sur
D'accord. Sur le fait qu'il mette en scène sa mort. Quel est son état de souffrance? Qu'est-ce qu'elle a compris, cette psychologue? Et dites-lui qu'il ne veut plus aller la voir. Oui, bien sûr. Je ne suis pas certaine d'ailleurs qu'il faut lui laisser le choix. Mais est-ce qu'on peut emmener un enfant? Bien sûr. C'est la dernière question avant les informations. Oui, c'est bien, vous regardez l'heure pour moi. Oui, je m'occupe d'Europe Nuit ce soir. Ah, c'est formidable, merci. C'est beaucoup de travail. Non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut forcer un enfant, c'est très délicat de forcer un enfant. Non, mais il est mineur. Il est mineur. Oui. Voilà, non, il est mineur, il est en danger. Oui. Bah vous forcez, voilà, il est obligé d'aller à l'école, il est obligé d'aller chez le psy parce qu'il est en danger. Voilà, sinon c'est non-assistance à cet enfant qui est en danger. Voilà. Donc oui, bien sûr qu'en tant que parent, on oblige un enfant quand on estime que ça fait partie de sa santé. Et là, il est question de sa santé. Vous l'obligez à s'habiller le matin, à se couvrir quand il fait froid. Donc oui, vous prenez soin de sa santé. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon courage à vous, Jacques. Et puis voilà, aucune piste ne doit être négligée. Oui, écartée. Bon courage à vous. Merci de votre appel, Jacques. Et puis je vous souhaite à tous et toutes une très bonne semaine, voire un très bon 15 jours. Ce sera Sabrina Philippe qui prendra soin de vous le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche. Et nous retrouverons dans 15 jours, le vendredi. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de la chaleur qui va s'installer sur la France. Bonne nuit à vous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyeux dans Europe 1 Musique Club. Faites de beaux rêves, passez une bonne nuit.